Bah voilà, moi j'ai une petite fille autiste qui est suivie par une équipe suisse et qui m'aide à la sortir de son spectre autistique parce que j'ai appris plein de choses. Ça abîme les cellules digestives, ça monte dans les neurones. J'apprends par la même occasion que ça aide les Alzheimer, les Parkinson, enfin je découvre plein de choses. Et ben, j'ai découvert quelque chose. Alors peut-être que vous n'êtes même pas au courant parce que le biologiste m'a fait une confidence sachant que je travaillais à l'hôpital. Ben, ça mérite d'être dit en public. J'ai appelé une fois le laboratoire qui avait techniqué des résultats pour ma fille et je lui ai demandé pourquoi les porphyrines, donc la détection des métaux lourds en prise de sang, était interdit pour une petite fille en bas âge. Et il était gêné de me répondre. Et il m'a dit, bah, je vais vous faire une confidence puisque vous êtes du métier, c'est que l'AFSAP l'a fait retirer en 92 pour que des mamans comme vous ne puissent pas porter plainte. Voilà. Donc cet examen, il est fait que pour les jeunes à partir de 16 ans. Mais pour les petits, ce ne sera jamais dosé. C'est-à-dire les métaux lourds de ma fille ne seront pas dosés en France. Donc si je veux faire un procès, bah, je n'ai pas de chiffre français. Voilà, c'était juste pour vous dire, vous demander si vous étiez au courant et pour informer les autres. Voilà. Vous avez un micro, si vous voulez commenter ce qui a été dit. Sinon, on passe à une question suivante. Hein. Parlez bien dans le micro, hein, par contre. Non, moi je. Oui, merci. Non, je n'ai pas de réponse particulière parce que je ne suis pas un spécialiste de la chose. Je sais simplement qu'il y a un laboratoire parisien qui est spécialisé là-dedans. Moi, j'ai entendu parler du dosage des porphyrines chez les autistes par l'association Stellior de Genève, qui est dirigée par Madame Elke Harod, mais je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne connais pas le problème. Si ce n'est que si vous ne connaissez pas cette personne, je peux éventuellement vous mettre en contact avec elle, mais peut-être la connaissez-vous déjà. Pardon? Très bien, on va passer à une question suivante. Levez la main, je vous prie. Non, si. Alors déjà, bravo et merci à vous tous. C'est franchement génial. Entre la théorie et le rire, c'était juste énorme. En fait, ma question, alors je ne suis pas médecin, je ne suis pas biologiste, mais je m'intéresse quand même de très près à toutes ces questions-là. Et est-ce que les théories du docteur Scoi, pardon, ceux des autres médecins qui sont présents dans la salle et biologistes, ne sont pas antinomiques? Alors, pour répondre à votre question, est-ce que c'est antinomique? Moi, j'ai l'habitude, parce qu'on ne peut pas tout faire dans la vie, bien sûr, j'ai eu l'occasion d'être, comment dirais-je, qu'on me parle effectivement des théories de Béchamp, Tissot, etc. Je n'ai absolument rien contre. Je crois que si j'avais le temps, je dis bien si j'avais le temps, parce que comme tous les retraités, je n'ai pas de temps, je m'y intéresserais. Ce que je pense, moi personnellement, quand je fais mes conférences, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en commençant, je me place toujours dans le cadre des données actuelles de la science, de façon à ce qu'on ne puisse pas m'opposer. Bon, évidemment, le docteur Scoi a une expérience que moi je n'ai pas, de parler de Béchamp, de Tissot, etc. Moi, je n'ai pas eu de patientèle, hein, n'étant pas médecin. Moi, je n'ai, si vous voulez, que, je dirais, la science théorique, la science pure et dure, si on peut dire ça. Hein, et je pense qu'en utilisant uniquement cette science pure et dure, on peut montrer, je vous en ai donné un petit aperçu, que les vaccinations généralisées, ça n'a pas de sens. C'est un non-sens biologique. Hein. Alors, cela dit, je pense que les travaux de Béchamp, Tissot, ont été faits au XIXe siècle, Tissot au XXe siècle quand même, puisqu'il est plus récent que Béchamp, mais je pense que ce sont des chercheurs qui ont mis le doigt sur des choses très intéressantes et qu'il faudrait peut-être reprendre ces données avec des moyens modernes d'investigation dont ils ne disposaient pas. Et j'ai été intéressé lorsque le docteur Scoi a parlé de la redécouverte des microzymas avec des cristaux de silicium à l'intérieur. Je vais être très honnête avec vous, je ne le savais pas. Par conséquent, peut-être que si j'avais le temps de m'y plonger, j'arriverais aux mêmes certitudes. Mais pour le moment, je ne peux rien en dire parce que je ne connais pas.
Alors, juste une précision avant que vous répondiez. Les échanges comme ça marche très bien dans la salle, mais ce n'est pas très télévisuel. C'est-à-dire qu'on ne vous entendra pas le relancer à la caméra. Hein. Donc, éventuellement, redemander le micro, je vous en prie. Non, moi, j'ai une réflexion de terrain. Quand j'étais gamin, à l'âge de 16 mois, j'ai été opéré d'un kyste embryonnaire. Bon, c'est-à-dire que j'aurais dû naître avec un frère jumeau qui était resté dans mon ventre. Bon, à l'époque, c'était quelque chose de rare. Et donc, un éminent professeur a donné 3 postulats. Cet enfant ne remarchera pas avant l'âge de 3 ans. Il ne pourra pas pratiquer d'activité sportive, il faudra le dispenser de gym. Et 3e postulat, il sera vraisemblablement stérile. 8 jours après, on m'a retrouvé en haut d'un buffet de 2 mètres de haut avec encore mes drains. Bon, premier postulat faux. 2e postulat, évidemment, on m'a dispensé de gym toute ma scolarité en disant tu es malade, tu n'es pas en bonne santé, etc. Et chaque fois que j'étais convoqué à la visite médicale, comme j'étais un cas particulier, il fallait y aller au pas de course. Nous, on était disciplinés. Donc j'arrivais essoufflé, le médecin regardait, ah oui, tachycardie, hop, dispense. Bon. Ce n'est qu'en terminale que je me suis inscrit à la gym parce qu'elle était facultative et qu'on m'a dit, monte donc une fois le portique de 7 mètres de haut, j'ai monté les jambes en équerre, les 7 mètres en 14 secondes. Yo, t'as déjà pratiqué? Non, bon. Et voilà, et je me suis inscrit au judo et ensuite je ne suis jamais sorti des arts martiaux. 2e postulat faux. 3e postulat, je me rappelle la surprise de mes parents en recevant un télégramme, puisqu'on m'avait, toute ma vie, toute mon enfance, on m'avait dit que je serais vraisemblablement stérile. Enfant né dimanche matin à 8h30, ressemblance étonnante avec son grand-père paternel, même grimace, même tic, même gueule. Glasgow, Robraston Hospital. Voilà. Vous savez, il y a une histoire amusante qui dit ceci. C'est un savant qui étudie les puces. Alors, il a une puce, il la regarde, il lui dit « saute », et la puce saute. Après, il fait l'expérience suivante. Il prend la puce, il lui enlève les pattes, il lui dit « saute », elle ne saute pas. Et il dit « quand on enlève les pattes à une puce, elle devient sourde ». Ben ça, c'est ce que j'appelle la pseudo-science. Il y a un énorme immeuble qui est rempli de gens qui font de la science commerciale, dont le but, c'est vendre. Puis à côté, il y a une toute petite maison où il y a les vrais scientifiques, ceux qui travaillent sur les lois de la vie. Et ceux-là, ils ont raison parce que les lois ne changent pas. Mais toute la science commerciale, elle change chaque année. Parce qu'on vous vend un médicament et 3 ans après, il est interdit, etc. Donc toute cette science, il faut arrêter de lui faire confiance. C'est une science commerciale, ce n'est pas une vraie science. Alors bonjour. Alors je voulais vous poser une question parce que j'ai eu un débat avec un collègue médecin qui était pro-vaccin. Et il m'avait expliqué par rapport au problème de la sclérose en plaques avec l'hépatite B, là, il m'avait expliqué que la méthode de détection de la sclérose en plaques était arrivée en même temps que le vaccin de l'hépatite B. Et du coup, je voulais avoir votre avis là-dessus, quoi. J'ai eu cette info, voilà. C'est ma question. Il y a toute une littérature, il y a un gros livre qui a été écrit par une Française sur l'hépatite B. On a tous les chiffres, Girard aussi, on a toutes les preuves que ce vaccin a déclenché une épidémie de sclérose en plaques colossale, dont on ne voit que la pointe de l'iceberg. Mais le vrai problème, il est toujours le même, c'est que les informations qui vous parlent de ça, eh ben, ce médecin, il ne va jamais les lire. Mais c'est là, lisez la bibliographie dans des livres comme celui de Joseph ou le mien, celui de Georget, on a derrière nous des tas de gens sérieux qui ont étudié tout ça. Mais il faut se donner la peine de regarder. Pardon, si je peux juste rajouter aussi, le quotidien du médecin, c'est le journal le plus lu parmi les médecins, donc c'est vraiment la grosse référence vaccinaliste. Et eux, ils ont annoncé qu'il y avait une hausse de 65% des scléroses en plaques au moment de la vaccination de masse de l'antihépatique. Et donc, ils ont dit que c'était assez crédible et que les preuves étaient vraiment corrélées. Voilà. Mais après, ça n'a pas forcément passé toutes les étapes chez tous les médecins. Alors, il y a eu un rapport américain qui dit qu'effectivement, il y a une augmentation qui est probablement, certainement liée à la vaccination. Et immédiatement après, la France a organisé ce qu'ils ont appelé une conférence de consensus. Conférence internationale de consensus, qui a bien sûr dit qu'il n'y avait pas de lien de causalité. Alors à cette conférence de consensus, il y avait 27 Français, 2 Américains et un Belge. Conférence internationale. Mais tous ayant des liens d'intérêt, un petit peu comme l'agence de santé, ils ont tous des liens d'intérêt avec l'industrie. Donc ils sont tous... c'est l'histoire des évêques que j'ai raconté tout à l'heure. Hein. Voilà, donc il faut le savoir. Oui, j'en ai une juste ici, là Attendez, et là. je voudrais encore dire une petite chose. C'est que
par rapport au vaccin hépatite B et la sclérose en plaques, je pense que les tests concernant la sclérose en plaques existent depuis très très longtemps, bien avant la vaccination hépatite B. Mais de toute façon, ils sont excessivement discutables. Et les images de démyélinisation qu'on observe sur les radios, en fait, si on prenait tout le monde dans la salle, on trouverait à tout le monde des images de démyélinisation. C'est systématique. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose qui est très importante à savoir, c'est que le vaccin hépatite B est le premier vaccin obtenu par génie génétique effectué à grande échelle sur le pays de France. Et alors, qu'est-ce que c'est que le génie génétique? Il faut savoir, c'est hallucinant cette histoire-là. Ce n'est pas une histoire d'ADN, ce n'est pas une histoire de... Comment voulez-vous que ces gens-là puissent aller découper un morceau d'acide nucléique qu'ils sont incapables de visualiser sur du vivant? Donc je pose la question, qu'est-ce que c'est que le génie génétique? Moi je crois que le système des vaccins est une religion, c'est évident. Ça fonctionne exactement comme une religion, c'est une foi, c'est une croyance. Personnellement, pour répondre à la question tout à l'heure de la contradiction, moi, ma religion à moi, c'est qu'il n'y a pas de guerre à l'échelle microscopique, donc il n'y a pas de système immunitaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des tas de mécanismes chimiques qui interfèrent à droite à gauche, ce n'est pas contradictoire, c'est autre chose. Mais ce qui me semble certain par rapport au génie génétique, c'est que si on arrive à faire des choses par génie génétique, ce n'est pas en découpant des morceaux d'ADN. On arrive à faire des choses par génie génétique, par la puissance de l'esprit, comme Jean-Pierre Joseph a pu vous montrer tout à l'heure en modifiant son poids de façon courante, eh bien, par la puissance de la pensée, par la puissance du mental, mais encore plus, et avec infiniment plus d'efficacité par la puissance de l'esprit, qui n'est pas là, mais qui est au niveau du ventre, là, vous pouvez agir sur la matière. Et le génie génétique, c'est ça. Ces gens-là agissent sur la matière, et c'est probablement pour ça que ce vaccin hépatite B a donné autant de complications gravissimes. Voilà ce que je voulais dire. Bien, alors moi, je vais vous donner un aspect différent. Cela dit, si vous voulez savoir ce qu'est le génie génétique dans le cadre des données acquises de la science, bien entendu, c'est-à-dire le cas dans lequel je me suis placé, je vous en parle en détail dans mon bouquin. Alors évidemment, là, je ne vais pas prendre 10 minutes pour vous expliquer ce que c'est, mais vous aurez le pendant de la science actuelle sur le génie génétique, ce qui n'empêche pas d'écouter avec attention ce que vient de dire Dr Scoville. Bonjour, alors Monsieur Maître Joseph en a parlé un petit peu rapidement. Il y a un professeur qui est beaucoup plus médiatisé que vous, qui parle de vaccination, c'est le professeur Joyeux. Et bon, je sais que tout le monde n'est pas acquis à sa cause, mais je voulais savoir ce que vous en pensiez, vous qui connaissez plus le domaine. Voilà. J'allais dire la réponse est contenue dans la question, mais je ne ferai pas comme Coluche. Bon, ce que je pense de son action, je lui avais dit au tout début, si vous arrivez avec des procédures à faire en sorte qu'effectivement le Conseil d'État vous donne raison, c'est-à-dire qu'on dit qu'il faut absolument faire revenir le DTP parce que l'obligation vaccinale, elle ne concerne que 3 vaccins, ils vont nous pondre une loi où il y en aura 6 d'obligatoires. Voilà ce qui nous pend au nez. Et c'est arrivé. Il y en a 11. C'est arrivé. Ça fait partie d'un grand plan mondial, d'ailleurs, puisque ça a commencé aux États-Unis. Ça passe par l'Italie et autres. Chez les Allemands, il y a d'énormes pressions également. Chez les Anglais aussi. Je le sais parce que j'ai une branche de ma famille qui est allemande et l'autre qui est anglaise. Donc je sais un petit peu tout ça. Je sais ce qui se passe actuellement dans ces pays-là. Mais les Allemands résistent actuellement. Ils ont trop de mauvais souvenirs. Parce que ils se souviennent, et on leur a expliqué, on leur a montré, qu'en 1935, par exemple, le gouvernement du Reich a rendu le vaccin contre la diphtérie obligatoire. Et donc, ils y sont tous allés au pas qu'à danser. Et donc, le nombre de morts de la diphtérie à Berlin s'est multiplié par 7 dans les mois qui ont suivi. Donc ça fait réfléchir. Mais au sommet, les gens, ils savent. Ne croyez pas que les ministres sont dans des croyances. Eux, ils savent. Seulement, eux agissent par des intérêts financiers. Ils savent très bien qu'ils nous bousillent la santé,
mais il faut ramener de l'argent. Hein. Alors le professeur Joyeux, je crois qu'il n'ose pas, je crois qu'il a compris l'histoire des vaccinations. Il me semble qu'il a assisté à des conférences de Michel Georget, il me semble. Enfin, bon, il a un peu gêné. Hein. Il le sait à moitié, mais ça le gêne parce qu'il découvre des choses qu'il ne savait pas. Et quand on est professeur et qu'on découvre des choses qu'on ne sait pas, c'est embêtant. Moi, professeur, je ne savais pas. Mais moi qui sais tout, c'est pas normal. Et ça, c'est bien français. Hein. Donc, il réclame des vaccins sans aluminium. Mais il faut aller jusqu'au bout des choses. Et ça, il ne le fait pas. C'est dommage. Je lui ai dit plusieurs fois. Bon, maintenant, les 11 vaccins obligatoires, ça n'est pas en est. Le côté positif, entre guillemets, de la chose, c'est qu'il va y avoir tellement d'accidents post-vaccinaux que cette fois, ils ne pourront plus le cacher. Parce qu'ils nous cachent la majeure partie des accidents vaccinaux. Je vous ai expliqué pourquoi tout à l'heure. Mais il y en aura trop, ça ne pourra plus se cacher. Et là, il va y avoir une levée en masse des gens. Relevez la main, s'il vous plaît, que je fasse un... OK. 1, 2, 3, 4, s'il vous plaît. Voilà. Et j'en ai... Le suivant est là. Bonjour, merci pour vos interventions. Alors, côté solution, est-ce que, d'après vous, une détoxination homéopathique des vaccins pourrait suffire biologiquement parlant? Et y aurait-il un produit qui protège la barrière hémato-encéphale? Si vous voulez, la meilleure protection contre les vaccins, c'est de ne pas vacciner. Et très franchement, aujourd'hui, pour vacciner un enfant, se vacciner soi-même, il faut vraiment fermer les yeux et ne pas vouloir voir la réalité. Parce que c'est évident, quand vous lisez ce qu'il y a dedans, que c'est pas... Alors, bien sûr qu'on peut aussi, en homéopathie ou par d'autres méthodes, détoxiquer un organisme. Rien n'est jamais perdu. Tant que vous êtes vivant, vous pouvez vous en sortir. Mais c'est quand même dommage de devoir travailler en aval. Il faut travailler en amont. Voyez ? Parce que vraiment, quand vous voyez, moi je vois ça depuis un demi-siècle, mais quand vous voyez le drame, je vous donne un exemple. Au début de ma pratique, il y a un enfant, il avait 3 ans, c'était un génie mathématique. Il faisait des opérations incroyables. On lui fait un rappel, un vaccin variole, normalisé. Bon. Quand vous voyez ça à longueur de journée, vous voyez que les gens qui vous disent qu'il n'y a pas de problème, c'est des gens qui ne veulent pas les voir. Ils refusent de lire, ils refusent d'aller sur les sites, ils refusent de voir les films. Donc, ils restent dans leur religion, dans leur église. Mais il faut leur dire, sortez un peu de votre chapelle, allez voir ailleurs et on en reparle. Oui. Ben, le drame, c'est que comme beaucoup de gens ont survécu au vaccin, ils pensent que ce n'est pas toxique. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est à quel point leur santé a été bousillée par les vaccins. Parce que quand on travaille avec des méthodes plus fines, que ça soit en intuition ou avec des méthodes plus... On voit l'effet des vaccins. Eh bien, on voit que les vaccins ont une influence très toxique sur beaucoup de gens. Parce que la plupart des médecins ne font pas le rapport. Un homéopathe, vous dites j'ai mal à la tête, il va rechercher quand ça a commencé. Et si on voit que ça a commencé 20 ans après un vaccin, on va essayer de détoxiquer. Donc le drame, c'est que la plupart des médecins ne recherchent pas ce qui s'est passé dans la vie des gens. Ils partent juste de l'instant. Et donc ils n'ont pas une vision plus large qui permet de voir tout ça. Détoxiquer, est-ce que ce n'est pas un peu comme ce médecin urgentiste qui battait sa femme et puis qui disait il n'y a pas de problème puisqu'après je te soigne? Oui. Par rapport à la détoxication, ce qu'il faut, l'homéopathie peut agir à condition que ce ne soit pas du boiron. Excusez-moi de faire de la contre-pub, mais l'homéopathie que vous achetez à la pharmacie du coin, il n'y a plus rien dedans. Ça a été saboté. L'homéopathie n'agit plus. Boiron n'a plus aucune action. Alors, deuxième chose extrêmement importante, quand vous faites un antidote homéopathique d'un vaccin, vous avez avec tous les adjuvants. Ces adjuvants sont effroyablement toxiques pour le système nerveux, puisqu'on sait qu'à partir de 60 microgrammes d'aluminium dans le sang, les dégâts sont irréversibles. Et vous avez aujourd'hui entre 250 et 1000 microgrammes par seringue vaccinale. Donc, s'il y a déjà des dégâts, si vous faites une détoxication, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez soulever cet aluminium, il va aller se déposer plus loin et faire d'autres dégâts. Donc, gare, faites très très attention. Il faut trouver de bons antidotes qui soient faits par de bons pharmaciens ou les faire en Suisse sur d'autres marques. Et puis surtout, il faut impérativement permettre l'élimination, permettre le drainage. Donc toutes les techniques sont possibles. Moi, j'utilise la vitamine C, la vitamine E. C'est très important de faire cette détoxication sous couverture vitaminique à très forte dose. Sinon, vous allez aggraver les problèmes.
Vous avez évoqué la barrière hémato-encéphalique. Ben, c'est un problème très crucial actuellement, à cause des ondes. À cause des ondes, là, tout à l'heure, j'ai vu un père avec son enfant qui devait avoir 2-3 ans, et il avait un portable entre les mains, l'enfant. Oui. Oui, ben donc nous allons aller, avec les compteurs Linky, vers une aggravation gravissime des ondes et qui atteignent le cerveau de tout le monde, quoi qu'il en soit. Peut-être justement à cause de l'aluminium vaccinal qui rend les gens infiniment plus sensibles, puisque ça mobilise les métaux partout où il y en a. À titre d'information, j'ai lancé une procédure de référé pendant quelques semaines à Rennes pour 180 personnes qui ne veulent pas du compteur Linky. Oui, d'ailleurs, il nous a donné beaucoup d'informations par rapport à ces compteurs Linky. C'était un des projets de cette saison-là. On va rassembler tout ça et vous proposer très certainement assez rapidement une conférence dédiée aux ondes et aux compteurs Linky. Et à ce titre, d'ailleurs, vous me disiez, parce qu'ils sont tous hébergés à l'hôtel, et vous me disiez, est-ce qu'il y a le Wi-Fi à l'hôtel? Moi, je fais, oh, oui, on est à Cannes quand même. Tous les hôtels ont le Wi-Fi. Et j'ai pas compris qu'en fait, il n'en voulait pas. Voilà, s'il vous plaît, pour la question suivante. Alors vous, après vous. Oui, cette conférence est enrichissante, instructive. Pourquoi nous sommes, hélas, trop peu nombreux? Pourquoi ne pas insister ou ne pas obliger à avoir un débat contradictoire avec tous ces messieurs qui nous racontent que des mensonges? Pourquoi on n'arrive pas justement à réveiller d'autres personnes? Est-ce qu'on peut faire quelque chose en amont, avant que ce génocide annoncé soit catastrophique pour nos petits? Dans les débats télévisés, sur les vaccins par exemple, on invite 10 personnes. Il y en a 9 qui sont pour les vaccins et 1 contre. Chacun a le même temps de parole. Ça se passe comme ça. Mais on demande, on n'obtient pas. On n'obtient pas. Donc vous avez bien compris que la démocratie n'a plus, elle n'a plus que l'étiquette, que le nom. Alors certains humoristes disent finalement, il y a un inventeur qui a tout découvert, c'est un Russe, il s'appelle Mikhail Kalachnikov. Bonne nouvelle, le film Vax est traduit en français depuis hier, donc vous l'avez en ligne partout en français. Voilà. Je voulais dire aussi que ce qu'on n'a pas dit dans toute l'après-midi, c'est que les personnes qui veulent nous imposer des vaccins, il faudrait d'abord qu'elles montrent l'exemple en se faisant vacciner. Parce que la directrice de l'OMS de l'époque, quand il y avait la crise du H1N1, elle n'était pas vaccinée. Ça s'est dit aux médias. Donc d'abord qu'ils prouvent qu'ils sont vaccinés eux-mêmes, parce que beaucoup de médecins ne se font pas vacciner leurs enfants ou ne donnent pas de médicaments à leurs enfants. Ça, on ne le sait pas. Moi, j'ai une pensée aussi pour quelqu'un qui se bat aussi sur la question de vaccination, c'est René Bickel, qui a fait la petite BD humoristique sur la page de couverture du bouquin de Tolscheller. Il a fait des BD. Alors, vous savez, il y a des gens qui n'arrivent pas à lire des livres. Beaucoup de gens ne lisent pas. Il a illustré tous mes bouquins. Voilà. Et donc, il a fait une BD Vaccination, la grande illusion. Et donc, ça permet de passer le message aux jeunes, aux ados et aux personnes qui ne savent pas lire, parce que beaucoup de gens ne savent pas lire. Voilà. Et donc, je voulais dire aussi, par rapport au portable, que 5 minutes de téléphone portable dans votre bagnole fermée en roulant, vous ouvrez votre barrière hémato. Juste, je me permets de vous répondre, parce que ce n'est pas tout à fait vrai. Roselyne Bachelot s'est fait vacciner. Mais elle s'est fait vacciner, mais elle est passée de ministre à animatrice dans D8. Donc, et vous allez rire. Nous, on avait fait une recherche à Genève il y a déjà presque 30 ans, et on avait vu que plus que la moitié des pédiatres genevois ne vaccinaient pas leurs enfants. Donc on a fait un article, les gens disaient, vous vaccinez votre enfant? Et les pédiatres disaient, mais ça ne vous regarde pas. Et je disais, si, ça me regarde. Donc c'est vrai que beaucoup de gens maintenant dans le corps médical ne se vaccinent pas. Madame Trump elle-même a dit, les gens riches ne vaccinent pas leurs enfants. Oui, bonsoir et merci pour votre présence.
Une petite question pour bloquer le système. Est-ce qu'on ne pourrait pas exiger des médecins qui veulent vacciner qui nous donnent une attestation d'assurance? Moi, je suis dans le bâtiment. Quand on construit, on nous demande nos attestations d'assurance. Alors, ça pourrait peut-être bloquer parce que je ne pense pas qu'ils les donnent, les attestations. Ça, c'est la première question. Et sinon, j'avais 2 remarques sur les TOC. Personne n'a jamais parlé des TOC. Et nous, notre fille a eu des TOC juste après un DTP. Donc, c'est pour information. Et qu'on a pu passer grâce à une isothérapie parce qu'on était suivi en médecine énergétique. Et qu'en médecine énergétique, ils ont tout de suite dit à 100%, on est sûr, c'est le vaccin. Alors, l'attestation, l'assurance responsabilité civile professionnelle, normalement, toutes les professions libérales, ils sont, hein, les avocats, les médecins, etc. Là-dessus, donc là, bon, on peut leur demander effectivement. Oui, on peut effectivement leur demander. Alors, vous parlez de médecine énergétique. Je connais, il y a un gars un jour qui est venu me voir, après un vaccin hépatite B, il travaillait dans les services techniques à l'hôpital. On l'a obligé, parce qu'il y avait une circulaire de la direction, alors que ce n'était pas obligatoire pour lui, il était cérébelleux, il tenait à peine debout. Et au bout d'un moment, donc je lui ai rédigé sa plainte, et quelques jours après, il est venu me voir, il a dit « J'ai lu votre livre, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres méthodes thérapeutiques ?» Alors j'ai dit « Bon, on va rediscuter. » Il est venu s'entraîner avec moi aux arts martiaux pendant 2 ans. Ah, il en a chié, hein. Bon. Il s'est documenté, il a acheté plein de bouquins, il m'a même amené des bouquins que je ne connaissais pas sur les vaccins, etc. Et bien maintenant, il va mieux. Il construit lui-même une maison énergétique orientée avec du bois qu'il a fait venir de Lituanie. Et dans son dossier, l'expert désigné par le juge d'instruction, je peux le dire maintenant que le dossier est bouclé, que l'instruction est terminée, m'a un jour téléphoné en disant j'ai un problème avec votre client, il y a une anomalie scientifique que je ne comprends pas. Il y avait au début de son dossier une atteinte de la myéline, et on ne la trouve plus maintenant. Comment c'est possible? Alors je lui ai dit, vous êtes bien assis, docteur, je vais vous expliquer quelque chose. Alors je lui ai parlé pendant une demi-heure, et il m'a répondu, mais je ne suis pas fermé, hein. À partir du moment où je constate, je suis obligé de constater. Voilà. Il nous reste 2 questions apparemment, peut-être encore. Oui. Bon, merci pour tout ce que vous nous avez dit. Je vous signale que j'ai nettoyé des vaccins par la méthode du docteur Elmiger, c'est-à-dire en travaillant par l'homéopathie, en commençant petit. Généralement, il y a quelquefois des réactions. Le dernier que j'ai nettoyé, c'était une jeune infirmière. Elle n'était pas encore infirmière, elle était encore élève. Et elle avait eu 3 fois l'hépatite B parce que ça ne prenait pas. J'ai donc fait un nettoyage par la méthode de Korsakoff, en montant jusqu'à 100 000 Korsakoff, petit à petit. Et il y a eu un résultat, elle était nettement mieux après. D'autre part, j'ai d'autres personnes, je n'ai pas le droit de le faire, à qui je l'ai fait. J'ai commencé par moi-même, évidemment. Et bon, je vais pas vous dire qui ni comment, mais effectivement, on peut quand même enlever une partie. Cependant, je suis d'accord avec vous, des séquelles peuvent rester. Ça, c'est sûr. Après, il faudrait traiter les séquelles, et je me sers personnellement, non pas de Boiron, que je considère comme une horreur, mais je me sers de Hildegarde, en Belgique, qui m'envoie les produits. Docteur Elmiger, c'est un personnage aussi intéressant que j'ai entendu dans une conférence il y a quelques années qui s'appelle Vaccin, le dernier tabou. Et j'ai été impressionné par sa conférence. Je lui ai donc offert un bouquin que j'ai écrit, qui est un roman, qui s'appelle Même les beaufs en robe noire dansent avec le diable. C'était un samedi. Le dimanche soir, j'avais un mail en disant il faut qu'on se rencontre. Et donc je suis allé à Lausanne le voir. Et c'est un personnage. Il y a un point très important. Moi, je connais bien ce genre de méthode. C'est vrai qu'on peut nettoyer les gens. Il n'est jamais trop tard. Mais il faut que la démarche soit globale. Le drame de beaucoup de gens, c'est qu'ils vont suivre un traitement homéopathique ou changer un peu leur alimentaire. Donc, ils vont faire des choses bien, mais dans le désordre. La clé est simple. C'est que si vous vous occupez de tous les plans, physique, émotionnel, mental et spirituel, en même temps, là, vous allez forcément guérir, quel que soit le nom de la maladie. Et moi, je peux dire ça avec force, parce qu'en 50 ans, il n'y a aucune maladie qui existe sur cette planète dont je n'ai pas vu 1 ou 10 ou 100 personnes guérir. Mais il faut simplement que les gens soient dans une démarche de sortir de l'idée que c'est un traitement qui va les guérir. C'est une démarche globale, où ils vont eux-mêmes se prendre en main. Et si quelqu'un se prend en main, on sait maintenant qu'on peut changer nos gènes. Ça s'appelle l'épigénétique. Avant, on disait c'est un gène, on ne peut rien faire.
Mais ce n'est pas vrai. Nous changeons nos gènes chaque minute par nos pensées, nos émotions, notre mode de vie. Alors la bonne nouvelle, c'est que rien n'est impossible. Et tant que vous êtes vivant, quel que soit le nom de la maladie dont vous souffrez ou les séquelles de je ne sais pas quoi, vous pouvez faire un chemin pour peu à peu retrouver la santé. Oui, il y a un ostéopathe un jour qui m'a dit, je faisais mon premier stage d'acupuncture avec lui, 95% des certitudes médicales sont fausses. Et 2, quand on vient me voir avec un mal de genou, je regarde le genou par politesse. Bonsoir. Cette question s'adresse peut-être à Monsieur Georget. Je vous ai déjà entendu parler de ça. La recrudescence des syndromes de bébés secoués, dont on accuse les parents. Voilà, je crois qu'il y a eu une augmentation de 200% de cas. C'est-à-dire que les parents deviennent fous et se mettent à secouer leur bébé. Donc je sais que vous faites un rapport avec la vaccination. Est-ce que vous pouvez en dire quelque chose ? Oui, moi j'ai étudié le cas du petit Lubin Guillemot à l'époque. Je ne sais pas si vous voyez dans les années 95, 96, 97. Hein. Bon, si vous voulez, depuis 1994, j'ai découvert l'importance de la vitamine C. Je vous en ai parlé rapidement tout à l'heure. Il faut savoir que chaque stress important double les besoins minimum. Donc c'est quand même extrêmement important. Un bébé est en fusion avec sa mère. Si la mère est stressée, obligatoirement, ses besoins en vitamine C doublent. Et les besoins du bébé aussi, puisqu'il vit le stress comme elle. Alors, le cas des bébés secoués, donc 89 fois sur 100, c'est ce qu'on appelle une maladie de Barlow, c'est-à-dire en fait un scorbut infantile, c'est-à-dire une carence majeure en vitamine C chez le bébé. Les parents n'y sont pour rien, sauf que ce sont des enfants qui gémissent tout le temps et qu'effectivement, ils ont tendance parfois à s'énerver après eux. Mais ils n'y sont strictement pour rien. Et dans le cas du petit Guillemot, du petit Lubin, je me suis dérangé, je suis allé voir à Paris son avocate entre la première procédure et la procédure d'appel. J'ai discuté avec l'avocate, je lui ai amené le bouquin que j'ai traduit de Kalokerinos qui explique et qui donne des cas similaires. Elle m'a donné un certain nombre d'informations sur les résultats de l'autopsie du petit bébé qui prouvent par A plus B que c'était un scorbut infantile, c'est-à-dire une maladie de Barlow. Et je lui ai dit, mais il faut plaider là-dessus. Mais ils n'ont pas voulu plaider là-dessus, ils ont continué à plaider sur la soi-disant culpabilité du père, qui n'y était pour rien, sauf que effectivement, il avait augmenté le stress de son épouse parce qu'il avait laissé tomber tout de suite après l'avoir engrossé. Enfin, bon, la mère était complètement dénutrie, elle bouffait dans Quick depuis des années pour faire ses études, elle n'avait pas le temps de se nourrir correctement, c'était vraiment de la nourriture de merde, donc elle était en carence majeure sur le plan vitamine C. Elle vivait le rejet d'un homme qu'elle s'était choisi déjà par agence matrimoniale, c'était pas génial, et puis qu'il l'a rejeté tout de suite parce que lui n'avait pas vécu le deuil d'une précédente histoire d'amour. Enfin, c'était vraiment une histoire de fou. Et le gamin avait, mais je ne sais pas si vous imaginez, dans le rapport d'autopsie, il y avait des hémorragies à l'intérieur de l'œil. Comment voulez-vous que des parents aillent coller à un gosse des hémorragies à l'intérieur de l'œil ? Hein, il faudrait qu'un bébé nouveau-né, c'est pas possible. Donc il y avait vraiment des preuves par A plus B que ça ne pouvait pas être un syndrome de bébé secoué. Alors moi j'ai des informations là-dessus, puisque j'ai eu plusieurs dossiers. Le dernier en date, une jeune mère me téléphone en disant mon mari est poursuivi pour avoir secoué le bébé, mais il n'a rien fait. Alors je dis, est-ce que par hasard, il n'aurait pas eu un vaccin, le gosse ? Oui. Est-ce que par hasard, ce ne serait pas l'Infanrix Hexa avec le Prévenard ? Hein, comment vous le savez ? Parce que dans plusieurs coins de France et de l'étranger, l'Infanrix Hexa plus le Prévenard ont donné exactement les mêmes symptômes quelques heures après l'injection. Ça, il faut le savoir. Parce qu'après, les parents sont poursuivis. À l'hôpital, vous avez secoué votre bébé. Les gens, ils tombent des nues. Parce que c'est exactement les mêmes symptômes, hémorragie rétinienne, etc. Bon, mais comme par hasard, il n'y a pas de lésion cervicale. Alors, ce qui est contradictoire. Mais bon. Question suivante. Bonsoir, merci de votre présence également.
Je viens d'être papa depuis 6 mois. J'aimerais savoir quelle solution se propose à moi, sachant que j'ai refusé déjà plusieurs avis de médecins qui m'ont proposé de vacciner mes enfants. Auquel cas, on m'a même stipulé qu'ils auraient déjà dû être en rappel. Donc moi, j'ai tout refusé, sachant que bon, j'ai eu des problèmes de santé moi-même, ce qui m'a amené vers tout ça. Je voudrais savoir si vous avez des solutions concrètes pour que je puisse passer... L'enfant à quel âge? Les enfants, ce sont des jumeaux, donc c'est une fille et un garçon. Oui. Et ils ont 6 mois. Alors donc, ils sont nés avant le 1er janvier. Ils ont 2 mois d'âge corrigé, parce que le petit Mathéo présentait des troubles cardiaques. Oui. Et ils sont nés le 22 juillet. Bon, donc, ils échappent aux 11 vaccins obligatoires qui ne concernent que les enfants nés après le 1er janvier. D'accord. Bon, donc il n'y en a plus que 3 pour eux, mais à 18 mois, pas avant. Donc pour l'instant, il n'y a rien d'obligatoire pour eux. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Ouais. Mais à 18 mois, on m'a dit que les pouvoirs publics allaient rentrer en jeu. Oui, alors, avant ça, vous allez demander les tests biologiques obligatoires avant toute vaccination. Donc les questions de l'âne, comme vous disiez tout à l'heure. Oui. Vous allez demander qu'on fasse des tests, vous allez demander la prise en charge à la Sécu. Et donc, vous apparaissez comme de bonne foi, parce que dire, je veux vacciner mes enfants, mais au préalable, parce que c'est la loi, il y a des nouveaux textes dessus, je veux faire vérifier, faire un test biologique pour savoir s'ils sont aptes à recevoir le vaccin. D'accord. Hein, et il faut vous accrocher pour obtenir cette prise en charge. Et j'avais une deuxième petite question. Je voulais savoir si vous connaissiez et ce que vous pensiez des travaux de M. Lakowski. Qu'est-ce qui... Oui, mais je pense que c'est pas lui de parler ici. C'est un grand monsieur, Lakowski. Moi, je suis allé chez lui. Il a travaillé sur les ondes. Et il était un précurseur comme Maski à Nice aussi. Il y a eu des tas de médecins qui ont compris que les ondes électromagnétiques, et qu'on peut rééquilibrer par toutes sortes de moyens. Donc ce sont de grands chercheurs qui étaient un peu en avance sur leur temps. Une question sur les enfants nés après le 1er janvier. Comme vous pouvez le constater, il y a un enfant à venir, donc je me préoccupe en fait. Grosse catastrophe. Donc voilà, ça m'affole un peu tout ça, et c'est savoir qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire. Eh bien, on va faire ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein, on va demander d'abord des tests médicaux obligatoires préalables. Hein, c'est dans le décret qui est paru 20 ou 25 janvier dernier. Hein, dernier décret, test médical préalable. Donc vous allez le demander pour savoir si l'enfant n'est pas du mauvais groupe HLA. Oui, ce qu'il faut, à mon avis, surtout, c'est essayer de bien prendre conscience que les visites obligatoires ne sont pas obligatoirement faites par un pédiatre. Les généralistes sont beaucoup plus cool par rapport au vaccin en général, et les homéopathes encore plus. Hein. Et puis on peut également faire suivre son enfant lorsqu'il est nouveau-né par une sage-femme. Hein. On n'est pas obligé de passer par un médecin. Alors, question suivante. Alors, ceux qui ont déjà posé des questions, j'ai priorité aux autres. Hein. Oui, bonjour. Voilà, je suis convaincue donc de tout ce que vous dites. Simplement, j'ai un ado, j'essaye bien sûr de le nourrir correctement pour l'immunité, tout ce que vous voulez. Et le problème, un jour, il va partir, je ne serai pas toujours derrière. Et bien sûr, il n'y a plus d'oreillons, de rougeole, voilà. Et s'il venait à le contacter avec les complications qu'on connaît de ces maladies, voilà ma question. Et si le ciel lui tombait sur la tête? Ah bah oui, mais je sais que le risque zéro n'existe pas. Alors, mais bon. De toute manière, sous vitamine, aucune maladie n'est jamais grave. Oui, mais le problème, c'est que est-ce qu'il les prendra, s'il est loin, voilà. Après, c'est sa liberté. Hein. Et voilà. Mais c'est un faux problème. C'est un faux problème parce que si vous avez bien suivi tout ce qui a été dit, les vaccins ne nous protègent contre rien du tout. D'ailleurs, le docteur Elmiger, il est clair là-dessus. Aucun vaccin n'a jamais protégé personne contre rien. C'est de la pisse d'âne. Ça ne sert à rien. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Bon, seulement, on croit. Merci, messieurs, pour votre intervention, parce que, à vous tous, vous représentez un côté très technique. Il y a le côté technique jusqu'à l'hilarité, donc c'est merveilleux. Bon. Je ne prenais pas la parole pour dire ça, mais simplement que ma mère avait une maladie auto-immune.
mes 2 sœurs en ont développé une. Moi, je n'avais pas développé de maladie auto-immune. Et quand le vaccin contre l'hépatite B est sorti, je travaillais à l'Institut Mérieux, qui est maintenant Sanofi Aventis Pasteur. Je suis resté 29 ans. J'en suis pas glorieux. J'en tire aucune gloire. Hein. C'est vraiment au contraire, parce que si je pouvais faire un bouquin sur ce que j'ai vu, je crois que je le ferais. Mais alors, donc, je voulais vous demander, qu'entre les 11 vaccins, normalement, quand j'ai fait l'immunologie et l'immunopathologie, on m'avait dit qu'il ne fallait pas qu'il y ait plus de 3 vaccins en même temps, parce que les autres n'auraient aucune efficacité. Et maintenant, on parle de 11 vaccins. Alors, bon, à part l'aluminium, qu'est-ce qu'on va rajouter? Alors, bon, merci. Des nanoparticules, on va rajouter, il y en a dedans. Et puis, de toute manière, qu'il y en ait 1, 2 ou 3 ou 11 ou 25, ils ne seront pas plus efficaces les uns que les autres. Mais il n'y en a jamais eu. Il n'y en a jamais eu. Je vous rappelle qu'on ne vous entend pas quand vous les relancez depuis la salle. Oui. Hein. Il y a un risque très grand aussi avec les vaccinations simultanées. Je vous ai montré, une des premières images que je vous ai montrées dans mon exposé, c'est l'immunité innée qui est déclenchée par un signal de danger. Eh bien, si vous mettez... alors il faut savoir que dans le Prévenard, vous avez 13 souches. Hein, c'est pas rien. Dans l'hexavalent, vous n'avez pas que 6 souches, parce que vaccin polio, il y a déjà minimum 3 souches différentes. Diphtérie, tétanos, polio, bon, mais vous avez énormément de souches, ce qui fait que vous pouvez avoir de multiples signaux de danger qui vont déclencher dans l'organisme ce qu'on appelle une tempête de cytokines, c'est-à-dire des molécules intermédiaires de la défense immunitaire qui peuvent être très graves pour le nourrisson. Ça, il faut y penser. Et c'est la raison pour laquelle une des vaccinations les plus dangereuses consiste à faire l'hexavalent dans un bras et le Prévenard dans l'autre. Alors, on en voit énormément. Et ça, c'est un risque majeur pour les complications neurologiques et éventuellement pour les décès. Question suivante, monsieur. Alors, bon, je n'avais pas vraiment l'intention de poser une question ou d'intervenir, mais c'est pour répondre à la dame tout à l'heure qui s'est levée, qui craint pour son fils lorsqu'il ne sera plus avec elle, etc. Moi, mon histoire, elle commence, mon problème commence à l'âge de 10 ans parce que j'ai été vacciné par le vaccin BCG en retard. On était tous en randonnion à l'école et je suis l'un des 2 enfants qui a mal réagi au vaccin. Du jour au lendemain, à 10 ans, j'ai perdu ma mémoire. Et je ne l'ai toujours pas retrouvée aujourd'hui. Ça s'est un peu amélioré depuis que j'ai découvert que c'était ce fameux vaccin BCG, oui. Donc, j'ai fait des recherches et j'ai découvert que des études du CHU d'Angers, je crois, a fait des statistiques. Et j'ai retrouvé plein de gens qui étaient dans le même cas que moi dans ces études. Donc là, l'avocat pourra peut-être nous dire si on peut faire quelque chose sur ce qu'on a vécu, nous, le préjudice de notre vie à être diminué toute notre vie, si on peut faire valoir quelque chose à partir de ces études statistiques qui arrivent malheureusement trop tard. Donc, on m'a vacciné pour me protéger, j'ai perdu ma mémoire et j'ai vécu, je n'ai pas eu d'enfance, je n'ai pas eu de jeunesse, j'ai eu des migraines 6 jours sur 7 jusqu'à l'âge de 35 ans. Donc, j'ai réussi à vivre ma vie quand même. J'ai eu une vie de merde, mais j'ai eu une vie. Ouais. Alors, je n'ai pas eu les fameuses maladies en question. Hein. Je n'ai pas eu tuberculose, ouais, effectivement. Mais il aurait peut-être mieux fallu que je l'attrape. Ça aurait été moins grave que ce que j'ai eu. Donc, votre enfant, en voulant le protéger, vous allez le massacrer. C'est ça ce que je veux vous dire. Et là, pour l'instant, il y a la moitié des gens en devenir, hein, c'est en devenir aux États-Unis, il y aura la moitié des gens qui seront autistes, 1 cas sur 2. Mais l'autisme, vous savez ce que c'est? Vous n'avez plus de mémoire, vous n'avez plus rien. Donc c'est la moitié de la race humaine qui va être diminuée. Donc il faut le voir, ça. Voilà, donc voilà ce que je voulais témoigner de ce que j'ai vécu. Et ma compagne, elle est
à moitié autiste. On s'est rencontrés justement parce que nous avions un problème, tous les deux, à 60 ans. Elle a aussi mal réagi au vaccin BCG. Elle a été paralysée d'un bras pendant 6 mois. Donc, et elle aussi est diminuée. Elle est plus diminuée que moi. Vous voyez, donc maintenant, ça va être à qui va être plus ou moins diminué suite à un vaccin. Vous vous rendez compte la vie qu'on nous réserve à nos gosses? Moi, 11 vaccins, ça me rend malade. Hein. Alors le BCG est un bon exemple. Le BCG est un bon exemple parce que c'est le seul vaccin pour lequel l'OMS a fait une étude post-vaccinale. Et elle est ancienne, puisque les conclusions ont été rendues en 1979. On a examiné pendant 7 ans 250 000 personnes en Inde, toutes vaccinées BCG, à des endroits où il y a énormément de tuberculose. Conclusion de l'OMS en 1979. Dans ce groupe de personnes, le nombre de cas de tuberculose a été plus grave et plus important que dans tout le reste de la population. 79. La France a attendu 2007 pour suspendre l'obligation vaccinale BCG. Cherchez l'erreur. Hein? Donc, ils le savent depuis 79. Ce sont des empoisonneurs. Il nous reste, s'il vous plaît, il nous reste 5 minutes, parce que vous imaginez bien que nos conférenciers sont fatigués, vous aussi. Nous, on a tout le matériel à... On a un dîner qui nous attend avec eux et le reste... Oui, je suis fatigué. Ah oui, je suis fatigué. Bon. Alors, je pense qu'il faudrait quand même tenter de déposer un dossier à l'ONIAM. L'ONIAM, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Donc, tentez le coup, même si c'est loin après. Après, il y a moyen de raccrocher les wagons, dire on a découvert ça maintenant, point de départ de la prescription. Enfin, il y a toujours une façon de se démerder. Alors, ça coûte rien. J'ai 2 questions là-bas au fond, une ici et une là-bas. Et il faudrait que les questions soient concises et les réponses, si possible, également. Je me répète. Oui, alors je voulais savoir si la maladie, effectivement, se développe de façon endogène. Comment est-ce que les épidémies se créent? Et deuxième chose, oui, en fait, c'est par rapport à ce que j'ai cru comprendre avec vous. Et deuxième chose, aussi par rapport à l'aspect légal de la chose, on va aussi le couper à la caméra. Moi, j'ai fait des faux pour mon fils. Et je me suis aussi confrontée à la médecine et j'en ai perdu la garde au profit du père à cause notamment de l'asthme. J'étais contre la cortisone et c'était tout ce qui était proposé et des vaccins. Donc pour toutes les personnes qui ont envie d'aller au front, en suivant vos propositions, je peux vous l'assurer, la médecine est pas la médecine, la justice est loin d'appliquer le droit ou d'y voir clair dans ces choses-là. Et ça se voyait, ils étaient tous bras dessus, bras dessous, en train de se soutenir pour juste me faire taire, pour pas que ça fasse jurisprudence ou quoi que ce soit. Donc aussi bien pour l'asthme que pour les vaccins. Alors les épidémies sont des maladies des réparations, bien sûr c'est endogène, il y a des pathologies au départ. Donc vous prenez, je vous prends un certain nombre d'exemples. Les épidémies de peste au Moyen-Âge, il y avait un problème d'insalubrité. C'était des gens qui buvaient l'eau des mares qui était hyper oxydée et vraiment très fétide. Les épidémies de tuberculose, c'est systématiquement après les guerres. On a eu une superbe épidémie de tuberculose chez les séropositifs lorsqu'ils ont sorti la trithérapie, puisque du jour au lendemain, on leur a fait croire qu'ils allaient pouvoir vivre et guérir grâce à cette trithérapie. Donc, ils avaient eu peur de la mort avant, ils avaient construit des cancers du poumon pour pouvoir vivre plus longtemps, et ils ont démonté, donc ça a donné des tuberculoses. On a systématiquement une épidémie de grippe intestinale après les fêtes de fin d'année. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fête de fin d'année, on se retrouve en famille, on retrouve les conflits avec papa et maman. Donc papa c'est le lait, maman c'est le gluten, mais de toute manière on va avoir des troubles de vésicule biliaire, donc après des grippes, des rhinos, des gastro-entérés, des choses comme ça. Chaque fois que vous avez des problèmes climatiques graves, comme par exemple on vous annonce qu'on a évidemment un problème de réchauffement de la planète Terre, et systématiquement, tout de suite après, il y a une énorme vague de froid polaire qui s'abat sur la France, c'est assez bizarre. Ben, vous allez avoir une superbe épidémie de grippe après la vague de froid, puisqu'évidemment on aura dit des conneries, et puis c'est très désagréable d'avoir froid alors qu'on nous annonce de la chaleur, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y a toujours des causes globales qui donnent les épidémies.
mais il n'y a jamais de cas particulier, il n'y a jamais de transmission. Bon, alors, il peut y avoir quand même dans une école, hein, il y a un gamin qui fait la rougeole. La rougeole, c'est le lâcher-prise par rapport au sevrage vis-à-vis de la maman. Il y a un gamin qui fait la rougeole, par mimétisme, comme les bâillements, les autres vont faire la rougeole. Bonsoir, merci à vous. Voilà, j'ai une question à vous poser, surtout à vous, Maître Joseph. Je suis infirmière et comme vous le savez, on nous oblige à nous vacciner. Donc même avant le diplôme, tous les ans, on doit apporter des papiers comme quoi on a été vacciné. Et pour moi, c'est trop tard, du coup, j'ai eu tous les vaccins. Mais aujourd'hui, la médecine du travail me demande de renouveler les vaccins d'usage. Et je voulais savoir, étant donné que j'ai eu tous les vaccins, est-ce que je peux toujours demander le test pour l'aptitude ? Oui. Oui. Demander le test d'aptitude. D'autre part, il y a une différence entre l'hépatite B et les autres en ce qui concerne les vaccins. Pour l'hépatite B, vous avez l'obligation d'être immunisé et pas vacciné forcément. Donc oui. faites faire un test de sérologie. Hein. Vous avez sûrement été en contact avec des gens qui l'ont. Et parce que je connais une infirmière qui a fait le test de sérologie et pour qui il a été découvert qu'elle avait 39 fois le taux d'anticorps. Donc l'imbécile de médecin du travail, je dis c'est un imbécile, il a écrit « sujet correctement vacciné ». Bon, le même imbécile disait à cette infirmière « et le rappel du vaccin anti-polio ». Elle lui répondait « mais j'ai eu la polio. Puisque j'ai eu la polio, ah oui, mais quand même le rappel est obligatoire. Mais alors, ça veut dire que la maladie n'immunise pas. Comment le vaccin peut-il immuniser ? Alors elle me disait, en même temps, je manque de lui envoyer la table sur la figure, je me retiens parce que sinon il y a le conseil de discipline. Bon, et il me répond, bon écoutez, soyez prudente, on verra l'année prochaine. Et elle me dit, ça fait 20 ans qu'on a le même dialogue tous les ans. Et juste, attendez, si jamais... Un tout petit détail quand même. Pour les gens qui veulent, puisque pour l'hépatite B, il faut être immunisé, si vous avez besoin d'avoir un taux d'anticorps anti-hépatite B élevé, vous prenez un hétéroisopathique de vaccin hépatite B à 5 CH pendant quelques semaines et ça fonctionne. En principe, ça fait monter comme si vous étiez vacciné. Petite recette de cuisine. Dernière question. Allez, avant-dernière. Bonjour. Moi, lorsque j'avais 18 ans, j'ai fait l'armée comme plein de gars de mon âge. Et bon, pour ceux qui ne savent pas comment ça se passait, pendant les classes, on avait droit à une séance de vaccination. Alors, on nous avait expliqué que c'était plusieurs vaccins qui étaient injectés en même temps. Alors, ça se passait comme ça. Le vendredi, il y avait donc tout le monde passait à la vaccination. Et ensuite, tout le monde était consigné pendant les 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, sans le droit. On restait dans les chambres parce qu'il y en avait la moitié qui étaient malades à crever. Bon, on nous avait annoncé ça. Bon, c'est normal. Il y en a qui sont très malades. Point barre. Bon, et puis après, ça continuait. Et après avoir fait l'armée, 1 an après, je suis devenu allergique. Alors que je n'avais jamais été allergique, mais allergique à un point que dès qu'arrivait le printemps, j'avais envie de m'arracher le palais tellement j'éternuais, je pleurais. Et tout ça pour dire que des années après, j'ai discuté avec des gars de mon âge qui eux aussi avaient fait l'armée. Eux aussi ont été vaccinés et eux aussi m'ont dit qu'ils ont été allergiques très rapidement après le service militaire. Alors comme ça a concerné des millions de jeunes appelés, je voulais savoir si vous avez des informations, il y a eu des études par rapport à ça. Alors moi, j'ai pas connaissance d'études là-dessus sur l'armée. Moi, j'ai eu la chance d'échapper aux vaccinations parce que j'avais fait les EOR et je crois qu'ils m'ont oublié. Bon. Je crois qu'ils m'ont oublié parce que jamais personne ne m'a parlé de vaccin. Et donc, j'ai rien dit. Hein, je sais pas, à l'époque, je savais rien. Ben non, et non. Non, ça faisait partie. Non, ça en faisait partie. Bon, donc, normalement, j'aurais dû être officier parachutiste. Et bon, je me suis décroché tout de suite avant. J'ai pas d'informations là-dessus. Ce qu'il faudrait, c'est peut-être contacter les gens que vous connaissez, de façon à ce qu'on forme un groupe, comme disait Johnny,
et qu'on puisse voir ensemble s'il y a une action à faire, avec les dates et tout ça. Juste, c'est assez connu ce genre de syndrome dû à l'aluminium. Il y a un nom et il y a des chercheurs qui ont vraiment mis en rapport ça. Et vous pouvez chercher syndrome de la guerre du Golfe, par exemple. Donc c'est un certain nombre de militaires qui ont été vaccinés et qui ont fini avec les mêmes syndromes. Il y a un point très important, c'est qu'il y a toute une littérature qui prouve par A plus B, d'énormes études faites sur des milliers d'enfants, que les enfants non vaccinés ont une bien meilleure santé que les vaccinés. Donc ces documents-là, ils existent. Et il faut simplement les faire. Parce que ce qu'il faut se rappeler, moi quand j'étais jeune médecin, quand un enfant avait la rougeole, on emmenait tous les copains. Rougeole partie. Parce que l'immunité donnée par une maladie naturelle, elle est à vie. Alors que l'immunité artificielle des vaccins, chez certaines personnes, elle dure 3 mois, chez d'autres 6, c'est la gabegie totale. Et vous n'aurez jamais, avec un produit artificiel, l'équivalent d'une immunité naturelle. Et c'est pour ça que toute la théorie vaccinale s'effondre devant les lois de la vie. Merci. Il va répondre. Je veux juste vous dire une petite anecdote en complément du petit exposé que je vous ai fait. Un jour, je rencontre chez mon éditeur un magasinier qui était là. Il me dit « Ah, c'est vous qui avez écrit le bouquin sur les vaccinations ?»« Oh, ben dis-nous, il nous en arrive une belle avec le... On s'est tous fait vacciner contre l'hépatite B. » Oh, c'est un homme qui avait dans les 45 ans à peu près, un garçon et une fille, autour de 20 ans. Le résultat des courses, ma femme n'a rien. Moi, j'ai une anémie de Birmer, ma fille a une thyroïdite d'Hashimoto et mon fils a une sclérose en plaques. C'est l'exemple typique de la faiblesse HLA transmise des parents aux enfants. Ils avaient non pas exactement le même HLA, mais ils avaient des points communs qui les a rendus très faibles vis-à-vis de l'hépatite B. C'est un exemple typique. Alors très rapidement. C'est ce que disait Coluche, tu ferais un procès à ta mère, tu gagnerais du pognon. Et dernière question. Bonsoir. J'ai bien compris qu'il ne fallait pas de vaccination, mais si vaccination il y avait, est-ce qu'il y a vraiment une différence notoire entre vacciner intradermaux et vacciner en sous-cutané, notamment au niveau de l'aluminium? Et d'autre part, que penser de cette possibilité de retour à la vaccination en milieu scolaire et de création de carnets de santé électroniques? Vous en pensez quoi? Parce que c'était dans un article de presse dans Le Monde il n'y a pas très longtemps, donc voilà. Réponse concise, allez-y. Vous avez bien compris que l'objectif, c'était de vacciner tout le monde de façon à ce qu'on soit tous malades. Voilà, ça c'est l'objectif, il faut bien le savoir. Et donc, quand on lutte pour sa santé, c'est un petit peu comme les résistants en 1942 qui luttaient pour leur liberté. C'est la même chose. Donc, à vous à bien comprendre ça. Il y a aussi un autre problème. Certains pensent, évidemment parmi les opposants, que les 11 vaccins obligatoires, c'est un prélude, parce qu'il y a encore quelques vaccinations à mettre. Il y a l'hépatite A, d'autant qu'il existe des vaccins mixtes, hépatite A, hépatite B. Il y a aussi la varicelle. Alors ils reculent un peu parce qu'ils ont peur que la couverture varicelle soit trop faible et que ça entraîne une recrudescence de zona. Et il y a aussi un autre vaccin qui est dans les tiroirs, alors il est plus que dans les tiroirs, c'est le vaccin contre les papillomavirus. Pour augmenter la couverture vaccinale des jeunes filles et aussi celle des garçons. Alors, sous-cutané intradermique. A priori, l'intradermique sera certainement moins toxique parce qu'il y a un phénomène d'exfoliation qui permet... Mais c'est un petit peu la même salade que quand on vous dit qu'il faut mettre un cataplasme d'argile après un vaccin, ce sera moins grave. Ouais, je ne crois pas que ce soit vraiment efficace. Dans tous les cas, les vaccins sont dangereux. Il y a probablement une autre raison aussi. Je vous ai parlé des cellules présentatrices d'antigènes et puis des cellules dendritiques qui se baladent un peu partout. Or, où sont-elles, ces cellules? Mais elles sont précisément, en ce qui concerne la peau, sous la peau. Et c'est précisément elles qui vont rencontrer tout de suite le vaccin si la vaccination est faite en sous-cutané. Alors que dans le muscle, il n'y a pas de cellules immunitaires directement accessibles. Par conséquent, c'est probablement la raison pour laquelle les intramusculaires sont plus dangereuses que les sous-cutanés. Je remarque qu'il n'y a pas eu beaucoup de questions pour Pierre-Jean Hardouin. C'est la preuve que c'est sa présentation qui a été la plus convaincante. Mesdames et messieurs, avant de nous quitter et de faire les dédicaces, une ovation à ce plateau d'invités, s'il vous plaît.
Et merci de votre patience. Hein.